Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les langues africaines et vous avez bien raison. Ce mercredi 9 juillet 2025, nous avons assisté à une scène plus ou moins inédite à la Maison-Blanche aux États-Unis, où le président Donald Trump discutait avec ses homologues africains, 5 pays, qui avaient fait le déplacement jusqu'à Washington, qui discutaient de la manière d'investir sur le continent africain, dans leur pays, de la part des États-Unis. Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, and Senegal, all very vibrant places with very valuable land, great minerals, great oil deposits, and wonderful people. Last month, the U.S. Africa Business Summit had recorded an attendance record, actually, and generated $2.5 billion in new economic deals for the United States. Évidemment, on n'a rien contre les investissements américains en Afrique, bien au contraire. Mais quand on voit la manière dont cela s'est passé, cela quand même soulève un certain nombre de questions. D'abord, la forme. Ça veut dire le ton avec lequel Donald Trump s'adressait à ses homologues africains. Il faut dire que les présidents qui avaient fait le déplacement, c'est d'abord le président mauritanien, le président sénégalais, le président bissau-guinéen, le président libérien et le président gabonais, Brice Oligui Nguema. Et donc, quand le président Donald Trump s'adressait à ses homologues, on voyait quand même qu'il y avait une sorte de condescendance dans sa façon de parler. Vous avez par exemple vu, en s'adressant au président libérien Joseph Boakai, qui disait où est-ce que vous avez appris à parler ainsi beau anglais? Hein? Vous savez, autour de cette table, je suis avec des gens qui ne parlaient pas aussi bien anglais. Où est-ce que vous avez été éduqué? Normalement, c'est un ton qu'on emploie quand un maître s'adresse à un élève et qu'il lui donne une mention très bien avec les félicitations du professeur. We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you, and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. That's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well, Very and good, they, sir. Et là, c'est Donald Trump qui s'adressait à un autre chef d'État, le président du Libéria. Et là, évidemment, je ne crois pas que c'est une sorte de respect. Ça veut dire tout simplement, c'est montrer que même si les deux sont assis autour d'une même table, mais en réalité, il y a un supérieur et il y a quelqu'un du rang inférieur, du rang inférieur. Et là, justement, c'est ce que les gens n'ont pas apprécié. Et d'ailleurs, le concerné lui-même, le Libérien Joseph Boakai, de retour des États-Unis, a tenu des propos qui montraient que lui-même s'est senti quand même désemparé, qu'il n'a pas apprécié les propos de son homologue américain. Et là, justement, le président lui demandait où est-ce qu'il avait été éduqué, mais au cours de cette séance, on comprend justement que le président libérien est mieux éduqué que son homologue américain, puisque normalement, s'il n'avait pas été quelqu'un de civilisé, il lui aurait craché sa vérité à la figure. Et je crois qu'on aurait plutôt assisté à un scandale en public. Mais il s'est retenu justement, ce qui témoigne de son degré de civilisation.
Mais justement, je disais, c'était la forme. La façon dont cette séance de discussion entre 6 chefs d'État s'est déroulée, on voyait qu'il y avait un maître et qu'il y avait des vassaux. Et c'est pour cela que nous nous posons la question aujourd'hui, qu'est-ce que cherchent les États-Unis en Amérique, en Afrique, pardon. Je parle des États-Unis de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des partenariats d'égal à égal ou plutôt une sorte de vassalisation du continent? Puisque justement, quand on voit la manière dont il parle, en s'adressant, enfin j'ai oublié de parler par exemple, de mentionner des propos apparemment élogieux qu'il a tenus à l'égard du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en disant qu'il était jeune, même s'il était plus âgé, même s'il était plus âgé que euh, d'apparence, mais quand même on voyait que chaque fois il s'adresse à ses homologues comme si c'était quelqu'un qui s'adresse à des apprentis. Et là, justement, c'est ce que les gens n'apprécient pas chez Donald Trump. Alors, pour revenir à cette question, est-ce que Donald Trump cherche en Afrique des partenariats d'égal à égal, ou plutôt il cherche à vassaliser le continent? Vous savez, il a un projet discutable, tout le monde peut avoir son opinion là-dessus. Il a supprimé l'agence USAID qui normalement était chargée d'apporter l'aide au développement aux pays africains. Dans chaque pays africain, il y avait une agence de USAID. Tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est une agence qui n'existe plus. Il a supprimé. Il dit, moi, je préfère des investissements privés plutôt que l'aide humanitaire. On peut le comprendre ou ne pas le comprendre. Justement, c'est ce que je dis, que tout le monde peut avoir une opinion là-dessus. Mais c'est sa façon de faire qui interroge. J'ai suivi les propos du président gabonais Brice Oligui Nguema, puisque vous savez comment cela s'est passé. Chaque président africain, ils étaient 5, avait quelques minutes pour présenter les potentialités de son pays pour voir si les États-Unis enverraient des entreprises dans le pays en question. Et Brice Oligui Nguema, le président gabonais, a dit: nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays riche, avec des potentialités énormes. Nous voulons des partenariats et nous attendons des États-Unis qu'il y ait ces partenariats-là. Et s'il n'y en a pas, d'autres viendront. Ça veut dire, en réalité, c'était une façon de lui dire, si les Américains ne veulent pas investir au Gabon, il y aura bien d'autres investisseurs. Et je crois que c'est une vérité crue que Oligui Nguema a craché à la figure du maître Donald Trump. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort, qui s'engage
et prend des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir, sinon d'autres pays pourraient venir à votre place. Et justement, voilà, les présidents avaient quelques minutes pour présenter en quelque sorte le projet, des potentialités et puis la façon dont le pays comptait accueillir des entreprises américaines qui viendraient investir. Et là, chacun a essayé de présenter, évidemment, c'est encore une fois sur la forme. C'est comme si ces présidents-là qui se sont rendus aux États-Unis se sont présentés en réalité comme des candidats à un poste quelconque. Et puis, ils subissent un entretien d'embauche. C'est quand même un peu bizarre. Qui a besoin de qui? Est-ce les États-Unis qui ont besoin d'investir en Afrique ou c'est les Africains qui ont besoin que les États-Unis viennent investir chez eux? Moi, je pense que normalement, qu'il devrait y avoir des intérêts mutuels. Mais si il s'agit de convoquer les gens à Washington pour représenter le projet en quelques minutes, moi, je pense que c'est une façon de faire, c'est de la condescendance. Pourquoi est-ce que ce ne seraient pas des entreprises américaines qui viendraient dans un pays donné, ou disons à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pour plutôt présenter le projet? Ce sont des entreprises qui devraient venir en Afrique, présenter le projet, et puis les pays concernés étudieraient les projets, et puis après choisiraient les mieux disants. C'est comme cela que ça devrait se passer. Mais non, le grand maître des États-Unis convoque les gens à Washington, et puis ils s'y précipitent et vont présenter aussi le projet. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment, les concernés, les présidents qui étaient à Washington, je crois qu'eux-mêmes, même s'ils s'y sont rendus, mais ils ont vu quand même que le format n'était pas approprié. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cela que Brice Oligui Nguema a tenu ses propos quand même qui semblaient sortir un peu de la brutalité. C'est parce que cette façon de convoquer les gens à Washington est quand même irrespectueux. C'est une sorte d'irrespect à l'égard du continent africain. Alors que justement l'on sait que les États-Unis, même s'ils font ça, c'est essayer de contrer l'influence de plus en plus croissante de la Chine en Afrique. Et c'est ce qu'a dit Donald Trump, il a dit, nous avons les meilleurs projets que la Chine. Il a dit en ces termes même. Donc, normalement, les États-Unis, pour essayer de contrer cette influence de la Chine, ils veulent investir en Afrique. Mais il faut dire qu'ils s'y prennent mal, même s'ils avancent. Même si les pays africains savent quand même qu'ils ne peuvent pas se passer de cette première puissance du monde, mais quand même, il y a un malaise quelque part. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne passe pas, et cela justement vient de la façon de faire du président Donald Trump. Il faudrait qu'il change de méthode, qu'il apprenne à respecter les gens. Même s'il y a l'influence de la Chine, mais les Chinois sont plus respectueux
de leurs partenaires qu'ils ne le sont les États-Unis, les Américains de l'administration de Donald Trump. Vous savez déjà, pour contrer l'influence de la Chine, les États-Unis ont un projet grandiose. On a eu l'occasion de présenter ici le corridor de l'Obito. Ce corridor, justement, qui voudrait faire transiter par l'Obito en Angola, le port de l'Obito, toutes les ressources venant des pays de la région, du sud de la République démocratique du Congo, de la Zambie et d'autres pays de la sous-région. Et le projet avance. Et c'est un projet, effectivement, qui va pouvoir concurrencer sérieusement les Chinois. Mais ce que nous voulions dire aujourd'hui, tout simplement, c'était nous poser cette question en partant de la façon de faire du président Donald Trump, qui ne semble pas respecter ses partenaires africains. Nous voulions nous demander si les États-Unis ne se sont pas plutôt engagés sur une voie de néocolonialisation, alors que justement, c'est ce que ne veulent pas entendre parler les Africains. Cette façon de faire, cette condescendance, cette façon de convoquer les gens au lieu de venir chez eux, puisque justement, les investissements vont se faire sur le continent africain. Il faudrait que les entreprises américaines viennent présenter leurs projets aux chefs d'État africains. Ce ne sont pas les chefs d'État africains qui devraient être convoqués à Washington. Je regrette. Et cette façon de faire, justement, est, est une façon qui n'est pas de nature à donner du respect aux Africains. Et c'est ce qui ne va pas convenir. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains pays, je parle encore une fois des pays des États du Sahel, se sont retournés, des Occidentaux et qu'ils cherchent des partenariats à l'Est, en Russie, en Chine, en Inde, en Turquie ou ailleurs. Certains pays comme le Burkina Faso, comme le Mali et le Niger ne veulent pas entendre parler de la collaboration de leur pays avec les Américains ou les Français, puisque justement, il y a une façon de faire qui rappelle l'époque de la colonisation. Sauf que justement, les gens peut-être n'ont pas insisté là-dessus. Mais vous voyez un président qui s'adresse à un autre président. Ah, vous parlez un très bon anglais. Ah, où avez-vous appris à parler un si bon anglais? Où est-ce que vous avez été éduqué? Si vous respectez quelqu'un, quand vous allez le recevoir, vous devez avoir tout son curriculum vitae. Vous devez avoir tout son parcours. Ça se passe normalement comme ça. On ne reçoit pas comme ça quelqu'un par hasard. C'est qu'on a eu l'occasion de s'intéresser à lui, surtout quand c'est un chef d'État, d'avoir des informations complètes sur lui, de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, des choses comme cela. Mais quand on va, ah, vous parlez un si bon anglais, je suis avec des gens autour de la table qui ne parlent pas aussi bien anglais, où est-ce que vous avez été éduqué? Tout de même, un peu de respect, monsieur Donald Trump. Et voilà. Et donc, cette façon de faire, il faudra que ça change, mais surtout, il faudrait que les chefs d'État africains apprennent à se faire respecter. Et je pense que les prochains qui seront convoqués à Washington ne s'y rendront pas. Non, non. Déjà, il y a eu, au mois de mai, il y a eu le sommet États-Unis-Afrique. Ça s'est passé à Luanda.
Et là, même si je n'aime pas ces sommets, États-Unis-Afrique, France-Afrique, Espagne-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, mais disons, passons quand même. Il y a eu ce sommet États-Unis-Afrique à Luanda au mois de mai. Et il s'agissait effectivement aussi de parler d'investissement. Donc, on en a parlé de façon générale. Et il y avait des entreprises américaines qui sont venues rencontrer des entreprises africaines et des chefs d'État africains. Là, c'est un cadre approprié. Pourquoi après, Donald Trump a senti le besoin de convoquer 5 chefs d'État africains à Washington? Et pourquoi est-ce que ces 5 chefs d'État africains se sont précipités à Washington? Si c'est une visite d'État dans le cadre de la diplomatie normale, je comprends bien sûr. Mais là, c'était différent. C'était pour discuter investissement, ce qui avait été fait à Luanda. Et si c'est pour discuter investissement, les rôles se sont inversés. C'est les entreprises américaines ou les gens de l'administration de Donald Trump qui auraient dû être convoqués en Afrique pour présenter leurs projets. Mais ce ne sont pas les Africains qui doivent se précipiter à Washington pour parler des potentialités, ce qu'ils proposent et tout cela. Non, non, ça c'est irrespectueux. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.